Bonjour à tous. La loi climat et résilience a posé un objectif de zéro artificialisation nette à l'objectif 2050, avec une obligation d'atteindre ce résultat, cet objectif, à 50% à l'horizon 2030. Bien sûr, il s'agit de prendre en compte les conséquences des constructions sur l'environnement, mais cette loi pose effectivement un certain nombre d'autres problèmes pour les professionnels de l'immobilier et leurs utilisateurs, notamment dans le domaine de la logistique. Donc pour parler de ce sujet, nous avons aujourd'hui 3 experts autour de cette table et vous pourrez poser vos questions à la fin de leur présentation. Bien entendu, ils se feront un plaisir tous les 3 d'y répondre. Alors pour commencer, je vais leur demander de bien vouloir se présenter, en commençant par mon voisin de gauche, Vincent. Merci pour l'invitation. Vincent Sadé, je suis directeur de l'investissement et du développement pour Prologis en France. Prologis, leader mondial de l'immobilier logistique, implanté dans 19 pays dans le monde, 12 pays en Europe, implanté en France depuis bientôt 25 ans. 3,5 millions de mètres carrés, plutôt sur la dorsale logistique de Lille à Marseille, mais aussi à Orléans et au Havre. Et donc ravi de pouvoir échanger sur un sujet qui nous touche au quotidien sur nos opérations de développement. Absolument, merci. Laurent. Laurent Lamatière, je suis directeur associé chez Arthur Lloyd Logistique, qui est donc un conseil en immobilier logistique spécialisé sur cette classe d'actifs. On intervient à travers 3 bureaux sur le territoire national, Lille, Paris et Lyon, dont j'ai la charge sur le Grand Sud-Est. Voilà, moi je suis un ancien de Prologis aussi, aide foncière des régions, donc une petite expérience en immobilier logistique. Merci. Claude. Eh bien, je préside l'association Afilog. Et Afilog est une association qui a été créée en 2001, une association loi de 1901 qui a été créée en 2001 et qui, à l'époque, a accompagné l'administration dans la rédaction des textes sur les ICPE en 2001. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, on compte 135 adhérents au sein de l'association. Ces adhérents représentent à peu près tous les métiers. Il y a des promoteurs, des investisseurs, des architectes, il y a des avocats, il y a des comptables, et il y a aussi des acteurs publics qui font partie de l'association. Les grandes missions de l'association Afilog, c'est effectivement d'essayer de décrypter les logiques et les besoins du marché pour une meilleure efficacité de ce qu'on doit faire, mais c'est aussi éclairer les interlocuteurs publics sur les besoins objectifs qu'ont les membres d'Afilog, et en particulier, et c'est ce dont on va parler, les capacités foncières et d'accueil pour construire des bâtiments. Alors précisément, Claude, quand on parle de ZAN, quand on parle de zéro artificialisation nette, de quoi parle-t-on ? On parle, je pense que dans le mot, donc, comme tu le disais tout à l'heure, Jean-Philippe, le ZAN est issu de la loi climat et résilience, et que ce texte est né de la suite de la Convention citoyenne, où on avait essayé de... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, quand on a ce zéro artificialisation, il était il était plus fait pour bloquer un tout petit peu la construction de logements à l'intérieur des villes. Mais en fait, dans les faits aujourd'hui, même si effectivement je pense que le logement subit quelques conséquences, mais aujourd'hui, ce sont plutôt le foncier d'activité qui en subit ces conséquences. Et en particulier, le foncier logistique. Donc, c'est quoi ? C'est d'essayer comme tu l'as dit tout à l'heure, d'ici 2030, de participer, quand on construit quelque chose, à n'artificialiser des sols agricoles que sur 50%, et puis quand on sera en 2050, de plus du tout artificialiser de sol. C'est ça. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'effectivement, les membres d'Afilog, le secteur, on est plutôt d'accord avec l'objectif. Mais où on est un petit peu plus réservé, c'est sur les moyens, la mise en œuvre de cet objectif. Parce que il est extrêmement important, je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, qu'on ait une vision claire de là où on peut s'implanter et ce que l'on peut faire. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas cette vision. Concrètement, à date, qu'est-ce que ça implique, justement, pour les professionnels de l'immobilier ?
Ah bah, ça implique qu'au moment où il dépose, les autorisations, les permis de construire et les autorisations d'exploiter, on ne soit pas, on n'utilise pas de terrain agricole, ou tout au moins pas plus de la moitié. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça dans le fait. On reviendra tout à l'heure pour parler peut-être de la capacité que nous avons de faire de la compensation, mais aujourd'hui, on est bien sur ce type d'approche. Oui. Vincent, quel impact ça a sur votre activité ? Le sujet, c'est que c'est une loi à horizon 2030 et les élus ont déjà pris en compte cette loi dans leur prise de décision. Donc on se retrouve avec... on est déjà dans un pays où il y a une raréfaction foncière assez importante. Elle est décuplée par la ZAN et par la prise en compte des conséquences de la ZAN par les décideurs politiques. Donc on se retrouve dans une situation aujourd'hui où le foncier est rare. Il est de plus en plus rare quand on se rapproche des villes. Et on se retrouve finalement avec des solutions. Alors, il y a une première séquence qui est ERC, éviter, réduire, compenser. Donc, finalement, éviter les zones naturelles. OK, très bien. De toute façon, comme le disait Claude, sur le fond, on est tous d'accord sur la tendance de la ZAN. C'est juste, après, sur l'application aujourd'hui, éviter, réduire, on fait des bâtiments qu'on essaie de faire plus petits. Donc, ça a aussi une conséquence sur la volonté de décarbonation. On en parlera tout à l'heure, mais plus on fait petit, moins on décarbone parce que la concentration a des tendances à décarboner. Donc ça, on expliquera ça tout à l'heure. Et compenser, il y a des solutions. On peut compenser, trouver des terrains de compensation. Ça implique quand même pas mal de choses. Déjà, les terrains de compensation ne sont pas faciles à trouver. La plupart du temps, localement, on nous demande de trouver des zones de compensation assez proches de nos propres terrains, ce qui rend la tâche encore plus ardue. Ça veut dire donc trouver des sols sur lesquels vous pouvez implanter par exemple de la biodiversité. Exactement. Au final, la compensation, ce n'est pas uniquement une compensation métrique. C'est-à-dire que si on venait à développer 100 000 m² sur un terrain dit non artificialisé, pas nécessairement naturel, agricole, il y a plusieurs définitions, il faudrait trouver des terrains de compensation proches sur lesquels on rendrait à la nature, d'une certaine manière, des mètres carrés. Sauf que ce n'est pas uniquement les mêmes mètres carrés, il faut aussi qu'il y ait le même quotient écologique. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est-à-dire que 100 000, on ne les compense plus par 100 000 mètres carrés. Il faut les compenser par un terrain qui va rendre le même quotient écologique que le terrain initial. On rentre donc dans des interprétations qui sont assez fines. Et donc, et on l'a sur certains de nos projets, on a des refus pas toujours justifiés, liées justement à ces sujets de compensation. Donc on a des solutions, elles ne sont pas évidentes, et ça rend donc le process de développement beaucoup plus compliqué. On a un chiffre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, on a une baisse de 60% en 2 ans des projets neufs supérieurs à 10 000 m² en Ile-de-France. Ah oui. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de demande, même si on sait qu'aujourd'hui, depuis quelques trimestres, on a une demande qui s'est un petit peu réduite au niveau de nos clients sur l'Île-de-France. Néanmoins, l'Île-de-France a un besoin structurel de logistique. Il y a une baisse de 60% des projets de plus de 10 000 m². Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de terrain. Laurent, ça veut dire qu'on ne peut plus répondre aux besoins aujourd'hui en logistique ? C'est exactement ça. En fait, la difficulté qu'on a aujourd'hui, et pour rejoindre ce que vient de dire Claude et Vincent, c'est que les collectivités qui sont soumises à cette loi ZAN, en fait, se posent beaucoup de questions. Alors, déjà qu'avant, l'acceptabilité, le développement économique pour la logistique n'était pas forcément évident. Là, aujourd'hui, il y a une complexité autre qui arrive, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut développer le territoire ? Et pour certaines communes, la réponse c'est on ne peut plus développer le territoire parce que le ZAN, Claude l'a rappelé, c'est pas uniquement l'immobilier d'entreprise, c'est aussi l'immobilier de logement. Donc quand il faut faire des choix sur une commune qui a un potentiel de développement qui est limité par le ZAN de X hectares, peut-être qu'elle va privilégier le logement par rapport à l'immobilier d'entreprise. Donc ce qui n'est pas paradoxal parce que on est aussi dans une logique où, et ça serait pas idiot de penser que le logement soit le plus proche possible des emplois. Et là, finalement, on se rend compte que ça va être très compliqué. Donc concrètement, aujourd'hui, sur les nouveaux projets, on se rend compte que les collectivités nous disent « j'ai potentiellement du foncier, mais je ne sais pas exactement ce que je vais pouvoir en faire ». Donc, je ne vais même pas regarder à implanter un nouveau bâtiment, que ce soit de la logistique pure, mais même de l'industrie. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Ça se heurte effectivement à la réindustrialisation qui, concrètement, va avoir du mal à se mettre en œuvre, hormis certaines options. Vous, en tant que broker, vous arrive des fois d'avoir des industriels ou des distributeurs qui viennent vous voir et finalement
Pas de réponse à leur apporter en termes de foncier? Mais ça m'arrive tous les jours. Ah oui. Alors, moi je travaille sur la grande région sud-est, donc en étant basé à Lyon. On a un marché qui est sous-offreur depuis un certain nombre d'années. Alors là, il y a quelques bâtiments qui reviennent sur le marché, quelques-uns, mais fréquemment, que ce soit des prestataires ou des chargeurs, qui disent « je cherche un bâtiment de 30 000 m² sur la région lyonnaise, mais je n'ai pas de solution ». Donc ça veut dire qu'on va aller plus loin. Ouais. Alors le plus loin, parfois, c'est aller sur Marseille, pourquoi pas, mais encore faut-il que le barycentre puisse correspondre. Donc oui, ça nous arrive tous les jours. Et il y a un effet un peu, on va dire, pervers de ça, c'est que les chargeurs, les prestataires savent qu'il n'y a pas forcément de solution sur une région comme Lyon, donc en fait ne cherchent même pas à s'implanter. Donc oui, on perd aujourd'hui en attractivité. Alors, c'est un problème de riches. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un volume aujourd'hui qui est suffisant. Les élus, avec qui moi j'échange très régulièrement, nous disent oui, mais il y en a assez. Voilà. Donc c'est la réponse qu'on a. Et puis de toute façon, on n'a pas de nouveaux fonciers, et puis il y en a assez. Et Laurent touche du doigt là un sujet qui est si la conséquence de ne pas donner accès à des fonciers autour de la région lyonnaise, qui est un bon exemple, pousse les clients à s'éloigner des centres-villes, on perd l'objectif de décarbonation qu'on cherchait à avoir à travers la concentration des flux logistiques. Parce que voilà, aujourd'hui, à Lyon, il y a Saint-Quentin-Fallavier. On est à quoi, 40 km de Lyon à peu près ? 25 km de Lyon. On est à 25 km de Lyon. On se retrouve assez facilement dans le centre-ville pour livrer à la fois les restaurateurs, les commerçants, les clients finaux. Si on se met à 100 km de Lyon, on multiplie les flux logistiques. Et en plus, plus on s'éloigne, moins les flux dits décarbonés à travers les flux électriques, les camions électriques fonctionnent. Donc au final, on va à l'inverse de ce qu'on cherchait à faire, qui était la décarbonation de la supply chain. C'est une des conséquences néfastes de non-accès au foncier. C'est un effet pervers. Mais excuse-moi, Jean-Philippe, mais il faut quand même rappeler que tout ce dont on va parler, l'artificialisation des sols aujourd'hui de la logistique de notre secteur, c'est moins de 1% de l'artificialisation nationale. Et en plus, c'est un secteur qui a fait d'énormes efforts en matière d'environnement, enfin depuis une vingtaine d'années. Absolument. Et je reprends ce que disait Vincent, j'ai une petite formule qui dit que j'ai beau faire tous les efforts que je veux en matière de décarbonation du bâtiment, si je ne suis pas au bon endroit, je perds tout le bénéfice de ce que j'ai essayé de faire. Il suffit que je recule de 30 km par rapport à mon barycentre pour que mes efforts de décarbonation soient annulés. Donc, tout ça, mais on le reprécise, nous ne représentons aujourd'hui que moins de 1% de l'artificialisation nationale. Et pour rappeler ce qui était dit par Vincent et Laurent, nous avons aujourd'hui un taux de vacances, puisque c'est qui remonte un tout petit peu ces jours-ci, là, ces temps-ci, légèrement, mais qui tourne aux alentours de 3-4% national, et avec un taux de vacances en région lyonnaise dont parlait Laurent, qui est plutôt autour de 0, quoi. Pas tout à fait, mais presque. Oui, 0,05. Donc, vraiment, on est confronté à ce que évoquait effectivement Laurent, c'est qu'on ne peut plus répondre aux besoins. Parce qu'on ne construit pas des bâtiments logistiques pour le plaisir. On ne construit des bâtiments logistiques que parce qu'on a des besoins de les construire. Tout ce qui est autour de nous, là, aujourd'hui, à un moment donné, est passé dans un entrepôt. Absolument. Je voulais rajouter aussi, Jean-Philippe, sur l'aspect de nos bâtiments logistiques, c'est que, effectivement, on le sait tous parce que c'est notre quotidien, mais il ne faut pas oublier nous sommes des établissements classés au titre de l'ICPE. Donc la notion d'artificialisation, elle nous est imposée par la réglementation ICPE avec les reculs qu'on a. Donc ça veut dire qu'on nous taxe souvent de dire « Ah ben oui, mais vous construisez des grands bâtiments », ce qui est vrai, et vous utilisez peu de surface, ce qui est vrai aussi. Mais n'oublions jamais que si on fait ça, c'est parce que c'est la réglementation ICPE. Donc en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Nous, dans l'absolu, je pense que tous les promoteurs ou tous les développeurs préféreraient avoir une densification qui serait effectivement un peu plus grande. Mais donc c'est la réglementation ICPE. Donc on est soumis à cette réglementation qui va un peu à l'encontre du ZAN aussi. Alors c'est quoi la solution ? Donc on a beaucoup parlé des friches. Est-ce que les friches, c'est la solution ? Alors,
Je vais dresser, puis après je laisserai Plaisir. mes amis apporter des cas concrets par rapport à ce que je vais peut-être évoquer. Alors, les friches, l'utilisation des friches, c'est une solution, une petite partie de la solution. En sachant, parce que j'ai relevé quelques chiffres, alors j'ai mes petites notes pour avoir mes chiffres qui soient à peu près justes, c'est que on a aujourd'hui dans une carte qui s'appelle Carte aux friches, qui a été établie par les pouvoirs publics, 22 623 sites qui sont possibles. Donc ça, c'est les friches. Les friches, Les friches, d'accord ? toute taille. Toute taille, c'est quelque chose qui a été vérifié. Et ce sont des friches qui sont aujourd'hui non fléchées vers un projet, c'est-à-dire elles sont disponibles. Elles ont plus de 5 hectares, donc qui nous permettent de faire des bâtiments, qui pourraient nous permettre de faire des bâtiments corrects, et dans des secteurs qui font sens pour la logistique. Donc vous voyez, je prends vraiment le secteur, les surfaces qui pourraient faire comme. Quand on remet ce dont nous avons besoin par rapport à nos demandes de nos clients, sur ce nombre je viens de donner, de 22 623 fiches, il y en a 217 qui seraient possibles. Parce qu'elles correspondent à des critères de surface, d'emplacement, critères de surface, de localisation, localisation, d'accès autoroutier. Et surtout d'accès à la main-d'œuvre. Voilà, et d'accès à la main-d'œuvre. Parce qu'une friche perdue au milieu de nulle part. Et donc ces 217, par exemple, sont à moins de 10 minutes d'une voie rapide. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des infrastructures. Et quand on reprend un petit peu plus loin, c'est-à-dire vraiment les sites, les contraintes de différents niveaux, des réseaux électriques, des réseaux informatiques et tout cela, on arrive sur le plan national à moins de 50 sites qui sont réellement éligibles à pouvoir construire des bâtiments logistiques. Donc vous voyez que ce n'est pas avec 50 sites qu'on va résoudre tout le problème de la logistique dans les 10 années ou les 30 années qui viennent. Or, aujourd'hui, on est sur ce sujet. En plus, ces 50 sites répartis sur le territoire, j'imagine, pas forcément sur la dorsale. Pas nécessairement autour de Lyon. Il n'y en a pas dans le carton. cartographe autour de Lyon, on a tous fait le travail. Sur les territoires. Alors après, je ne sais pas si vous pouvez apporter quelques éléments concrets à ce que je viens de dire. On a plein de cas concrets. Sans donner le nom, parce qu'il y a certaines choses que l'on a travaillées, d'autres qu'on est encore en train de travailler, mais là où je rejoins Claude sur la définition de la friche, c'est que c'est qu'une partie de la solution, c'est une évidence, pour plusieurs raisons. Qui dit friche dit souvent, par définition, démolition. Je rappelle quand même que sur certains de nos marchés, pour que notre bilan économique fonctionne de développement, on doit acheter des terrains à 20, 30, 40 euros du mètre carré. Sur une bonne partie de la France, parce que Paris, Lyon, Marseille, ce n'est pas nécessairement le reflet de toute la logistique en France. Il y a pas mal de marchés où on achète des terrains à 20, 30 ou 40 euros du mètre carré. Si on achète une friche et qu'il y a de la démolition, grosso modo, il ne reste rien pour l'acquisition du foncier. Donc, premièrement, attention, c'est souvent... L'équilibre économique n'est pas toujours évident quand il faut démolir. Je rajoute à ça, évidemment, une deuxième contrainte de la friche, c'est la pollution. Dans 95% des cas, les friches sont polluées. La dépollution, on a beaucoup de contraintes imposées par le cadre réglementaire français sur la dépollution. Ça rajoute un coût, ça rajoute du temps et ça rajoute beaucoup d'incertitudes sur le dossier. Donc, démolition, dépollution. Et alors, troisième élément qui est pour moi le plus compliqué, c'est qu'une vraie friche, c'est-à-dire celle qui a arrêté de fonctionner, une industrie qui aura arrêté de fonctionner depuis plusieurs années, la nature a repris ses droits. Exactement. Et donc, on se retrouve avec des friches où on se dit super. Pour nous, développeurs logistiques, allez, c'est pas trop mal placé, c'est proche d'une autoroute, c'est une ancienne usine automobile. Il n'y a plus personne qui bosse, donc nous, on arrête. Et puis, on se retrouve sur une espèce animale, une espèce protégée. Et encore une fois, nous, on n'est pas... on veut protéger les espèces, on n'est pas en train de dire que... On explique juste qu'au final... Ce n'est pas une solution si facile. Et c'est, je parlais de chemin de croix tout à l'heure, juste avant. Il y a même des recours archéologiques, bien sûr, sur des sites classés. Bien sûr. Donc au final, la friche, il faut démolir, dépolluer, obtenir à peu près les mêmes autorisations finalement qu'un terrain dit agricole, parce qu'entre-temps, la nature a repris ses droits. Et donc d'une certaine manière, Claude passait de
De 22 000 à 50 sites. Alors, les 50 sites, on les connaît tous, qu'on a tous fait le travail sur Cartofriche, on les a bien en tête. 50 sites ne sont pas tous super bien placés entre nous déjà. Quand on fait un énième filtre, il en reste peut-être 10. Et après, quand on rajoute ces 3 contraintes-là, finalement, on a un équilibre économique qui est hyper compliqué à mettre en place. Et si en plus on a des espèces protégées, on se retrouve à devoir compenser la friche qu'on a acheté ou qu'on essaie d'acheter. Ouais. Donc c'est très compliqué. Je n'ai pas donné d'exemple là. En fait, tout ça vient d'exemples que l'on a eus, qu'on a sommés en se disant que finalement, la friche, ce n'est pas nécessairement la solution idéale. En tout cas, elle paraît évidente. C'est une des solutions. Mais ce n'est pas plus facile de convertir une friche en logistique que de convertir finalement un terrain dit agricole ou naturel en logistique. Bon, ça se dit, c'est plus compliqué. Ouais. C'est même, voilà, enfin, je voulais pas le dire parce que ça fait partie de l'histoire d'aller convertir les sites. Ouais. Mais c'est compliqué. Aujourd'hui, il est plus facile d'aller convertir des friches. On parle beaucoup de friches industrielles. Il faut aussi qu'on regarde les friches commerciales, les friches tertiaires, tout ce qui est urbanisé de manière générale. Quand on voit certaines zones, je pense à Gennevilliers, qui est une zone prime pour la logistique, on arrive à obtenir des loyers de logistique qui arrivent à compenser ce que pourrait faire, enfin ce qui nous permettrait de détruire le surcoût de destruction, de démolition d'immeubles de bureaux, d'immeubles d'activité. On commence à toucher du doigt des reconversions de friches de bureaux en logistique. La friche industrielle, c'est pas toujours évident, c'est ce que je viens d'expliquer. Et là, on est aussi, on parle de logistique, mais enfin, j'imagine que les projets industriels sont confrontés au même problème. Et par ailleurs, il ne peut pas y avoir de projet industriel non plus sans infrastructure logistique. Donc voilà, c'est un vrai souci. Alors donc on a parlé des friches, il y a eu quand même quelques projets de reconversion de friches qui sont aussi, on peut parler de réussite. Ça existe et ça fonctionne, c'est juste pas aussi facile que les pouvoirs publics laissent entendre. Oui, ou qu'on pourrait le penser. Ou qu'on pourrait le penser en disant... En règle générale. Voilà, exactement. Alors il y a une autre solution, c'est on dit puisqu'il y a moins de terrain, on n'a qu'à faire des entrepôts en hauteur. Est-ce que c'est une piste aussi exploitable ou pas? Alors, je vais répondre. Vas-y, réponds. Bien sûr que c'est une solution que tout le monde nous préconise, en disant, puisque effectivement le foncier est rare, c'est logique, on grimpe, on va en étage et puis tout le monde est content. Alors, bien sûr que c'est une solution, bien sûr qu'aujourd'hui il y a déjà des bâtiments logistiques à étage qui existent. Alors, quand on voit la cartographie de ces bâtiments, on se rend compte qu'ils sont quand même plutôt dans les grandes métropoles et plutôt sur la région parisienne et plutôt très proche des centres-villes. Ce qui est assez logique. Pourquoi ? Parce que forcément, quand on construit un bâtiment à étage, ça coûte plus cher et je ne rappellerai pas l'écosystème de notre filière, mais on reste quand même à un marché avec des investisseurs et des locataires. Et donc derrière, si on construit plus cher, on va avoir des loyers qui sont beaucoup plus chers, qui peuvent être quasiment le double d'un bâtiment standard. Donc, oui, sans dire voire même un peu plus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour qu'on ait la capacité à avoir des clients qui acceptent un loyer aussi élevé, il faut qu'il y ait effectivement un intérêt en étant très proche des villes, des centres-villes par exemple. Donc ça veut dire que cette solution-là, elle peut s'envisager dans ce qu'on appelle de la logistique de distribution, de la logistique urbaine, pourquoi pas ? Et on voit bien quand même que c'est pas si simple, y compris sur la région parisienne. Sur Lyon, il y a quelques projets, mais c'est pareil, c'est pas si simple que ça. Et pour la grande logistique aujourd'hui, on n'a pas d'exemple sur des bâtiments à étage. Pourquoi ? Parce que nos clients aujourd'hui n'ont pas la capacité à payer 150 € le mètre carré d'entrepôt à étage. Alors, je dis pas que à l'extérieur des villes. À l'extérieur des villes. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Maintenant, je pense qu'il va falloir attendre quelques années. Et puis, après, il y a une question aussi toute bête, c'est que la plupart des PLU, par exemple, des communes, ne permettent pas de monter à étage. Donc ça veut dire que les élus nous disent pourquoi vous ne faites pas un bâtiment à étage ? On dit parce que votre PLU c'est 20 mètres maximum, donc on ne peut pas faire ou 15 mètres, donc modifier votre PLU. Donc tout ça, ça part de bonnes idées. Dans la réalité, c'est quand même beaucoup plus compliqué et ce ne sera jamais une solution, on va dire, à la hauteur des enjeux qui nous attendent pour répondre, comme vous le disiez tout à l'heure Jean-Philippe, aux besoins qui s'expriment. Il faut le regarder, et on le regarde tous. Mais moi, aujourd'hui, quand j'ai des bâtiments à étage, alors il y a
des conceptions qui sont plus ou moins réussies, ça, il faut le dire aussi. Mais certains clients nous disent, moi non, je ne peux pas payer 130 € un bâtiment à étage parce que ça, on est sur une économie de faible marge, donc forcément, c'est plus compliqué. Donc c'est une solution, mais dans un micro-marché qui pour moi est plutôt un marché de distribution et qui effectivement dans les proches urbains va trouver son marché. Vous avez des projets, vous, d'entrepôt à étage ? Alors, on a une vraie conviction, c'est qu'effectivement, c'est une autre solution pour régler le sujet de raréfaction foncière. On l'a mise en œuvre depuis 30 ans au Japon. On a développé plus de 120 bâtiments au Japon. Prologis a développé plus de 120 bâtiments au Japon de plus de 5 étages. On est allé faire une étude auprès de nos amis japonais sur comment ça fonctionnait. Effectivement, il y a une sorte de... c'est culturel là-bas finalement, de monter dans les étages à la fois pour son hôtel, ses bureaux, son restaurant. Okay. Néanmoins, ça fonctionne. Ça fonctionne pourquoi ? Parce que le bâtiment est conçu comme un bâtiment à plat. Et à la place de rentrer, notre spécialité, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, c'est de rentrer dans un parc logistique. Donc on rentre dans un parc logistique, alors en prenant l'exemple de Prologis, on fait un peu de pub, on rentre dans un parc Prologis, on a des services, on a des bâtiments, un au fond à gauche, un au fond à droite. Les Japonais, ils ont pris tous les bâtiments et les ont mis les uns sur les autres. Et finalement, on a les mêmes caractéristiques techniques au 3e étage, au 6e étage qu'au rez-de-chaussée. D'accord. Premièrement. Deuxièmement, on a les bons accès, c'est-à-dire qu'il y a des rampes qui permettent aux poids lourds de monter. Ce bâtiment-là, qu'on considère comme étant vraiment efficace, ne pose pas de problème aux clients de nos bâtiments au Japon parce qu'effectivement, ils ont l'habitude de monter, mais aussi parce que techniquement, ça fonctionne et on peut stocker la même chose à chaque étage. Si on revient en Europe et qu'on revient en France, on a acheté des bâtiments à étage. On a acheté des bâtiments très, très bien placés. A86, pour reprendre l'exemple de Paris, A86, proche périph', c'est-à-dire qu'on s'est rapproché du centre-ville, sauf que effectivement, les loyers sont plus chers, ça c'est une évidence. Alors quand on a à construire les bâtiments, les loyers sont plus chers, mais même quand on les achète, les loyers sont plus chers. Et les clients, malgré une localisation exceptionnelle, ne sont pas encore prêts à faire tous les sacrifices, y compris financiers, pour se positionner si proche des cœurs de ville. Pourquoi ? Parce que techniquement, le bâtiment n'est pas parfait. Donc, on a des bâtiments qui ont des monts de charge et pas des rampes. Et là, ça a posé problème à pas mal de nos locataires. D'autres bâtiments où on a une rampe déjà existante, mais au final, elle ne permet pas à toutes les camionnettes de monter. Donc, on n'a que les petites camionnettes qui montent. Donc, la localisation, oui. La verticalisation, oui. Mais il faut que le bâtiment soit techniquement parfait et qui permette à nos clients d'opérer. Et donc, on a un projet sur lequel on travaille qui est, lui, intramuros, sur lequel on développe un projet très proche de ce que l'on fait au Japon, c'est-à-dire un bâtiment où, à tous les étages, les poids lourds pourront monter et pourront justement avoir accès à des caractéristiques techniques identiques à ce qu'on aurait fait au sol, mais sur 5 étages. Et ça, on est en train de le développer sur Paris. À Paris. À Paris, voilà. À Paris. Et c'est retour vers le futur, hein, parce que c'est le boulevard Ney, c'est le boulevard Ney 40 ans ou 50 ans plus tard. Donc le boulevard Ney, il a toujours marché. Tout le monde s'est dit, personne ne l'a refait, mais ça a toujours marché. Mais il n'y en a pas 50. Mais effectivement, le boulevard Ney est un très bon exemple. Et pourquoi les clients, aujourd'hui, ne se forcent pas, entre guillemets, à aller sur des bâtiments qui ne sont pas parfaits techniquement ? C'est parce qu'il y a encore des solutions. Je caricature un petit peu. Si on a un bâtiment à Gennevilliers qui n'est pas parfait techniquement et qui est à étage, le client, il peut se dire, si je fais 15-20 km de plus, je peux m'installer à Aulnay, à Tremblay ou à Gonesse à plat, ça fonctionne bien. Et puis, de toute façon, j'ai encore le droit de rentrer en camion, en camionnette, dans Paris, intra-86, intra-périph', j'arrive encore à le faire. Pourquoi je parle d'immaturité du marché logistique ? Je parle toujours d'immaturité du marché logistique urbain. C'est que je pense que tout ça va arriver. C'est-à-dire que les bâtiments à étage, il va y en avoir partout. D'ailleurs, il y a pas mal d'études qui montrent qu'on parle de beaucoup de bâtiments, beaucoup de projets. Il y en a peu qui ont encore été réalisés, mais il y a beaucoup de projets, surtout en Ile-de-France, effectivement. Et ça va marcher. Est-ce que ça va marcher dans 2 ans ? Est-ce que ça va marcher dans 10 ans ? Ça, je ne sais pas vous dire. Mais quand on aura l'incapacité de rentrer dans les zones très urbaines, voire les villes, avec des camions... On devra rentrer qu'en camionnette, évidemment électrique, ça c'est sûr, mais peut-être même sur des petits formats, les vélos cargo. Il faudra bien des zones de distribution à l'entrée des villes, et pas à l'extérieur des villes comme on a aujourd'hui. Donc, oui, ça va être une des solutions, ça va prendre un peu de temps,
Et il y a quand même de l'éducation à faire sur l'impact financier, en particulier, de ces projets-là. Puis peut-être aussi un cadre réglementaire qui impose plus ou moins. J'ai pas repris le sujet de Laurent, mais ouais. alors en termes de PLU, c'est vrai qu'on a eu plein de cas où les autorités publiques nous disent non mais nous là on veut à étage. Donc on leur explique qu'en fait le loyer il est à 60 € du mètre carré dans ce coin-là. Donc de toute façon si on se met à étage il sera vide pendant 20 ans. Premièrement, mais ça les convainc pas nécessairement parce qu'ils sont pas toujours au fait de l'équilibre économique des choses. Et après on leur dit en plus, si on veut faire un vrai bâtiment à étage, il nous faut 20-25 mètres de hauteur. Et les PLU autorisent souvent 15, 20 des fois. Donc oui, il y a une contradiction évidente en plus réglementaire. Ouais. Donc c'est commercial, financier et réglementaire. Chez Affiloc, vos adhérents vous interrogent des fois sur, sur on ces en parle sujets-là, beaucoup. On fait plus que nous interroger, on en parle beaucoup. Pour compléter ce qui a été dit et sur lequel j'adhère totalement, il y a effectivement pour l'Île-de-France aujourd'hui 17 bâtiments à étage qui sont en fonctionnement. D'accord. Et alors, quand on dit à étage, voilà, ça peut être 2 étages. C'est 2 étages, et puis il y a quelques bâtiments anciens du boulevard Ney. Mais sinon, c'est effectivement, on en a 22 qui sont actuellement en études. Mais il y a effectivement, ça vient d'être évoqué, la réglementation existante qui nous pose des problèmes, la hauteur des bâtiments dans un certain nombre d'endroits. Mais il n'y a pas que cela. On a aussi l'avis des pompiers, l'avis des SDIS. Or, qui est un avis que les gens qui donnent les autorisations, et en particulier les DREAL, suivent pratiquement systématiquement. Or, nous avons là quelques difficultés avec des pompiers qui, je dirais globalement, sont opposés pour des questions d'extinction en cas de problème, d'extinction des feux en cas de problème. Donc ça, c'est un vrai souci, et Afilog va travailler là on a commencé dans les jours à venir et les semaines à venir à essayer de rencontrer les pompiers pour essayer de parler avec eux sur ce sujet, pour essayer de voir comment on peut essayer de trouver une solution à cette question. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous l'avez évoqué très brièvement tout à l'heure, mais c'est le problème des recours. On a aujourd'hui des associations qui portent des recours parce que leur vision, si on fait un bâtiment à étage, ne va plus être la même. Alors, je ne prends pas l'exemple de Gennevilliers, où je pense qu'avant, ils voyaient un truc qui était extrêmement sale, et que là, ils vont voir un beau bâtiment qui sera un peu plus haut, mais qui va être un beau bâtiment. Et à mon avis, ça changera leur vision de manière positive, normalement. Mais n'empêche qu'il y a un recours. Et que ces recours bloquent aussi le système. Voilà, donc, indépendamment des textes, il y a ce problème des pompiers et il y a ce problème des recours qui ne facilitent pas la tâche pour développer un peu plus les bâtiments à étage, et en sachant que, bien évidemment, le prix du mètre carré auquel on en arrive, et je prends pour exemple, nous avons fait la journée européenne de la logistique à Amsterdam la semaine dernière, ou il y a 15 jours, et nous étions dans un bâtiment logistique qui était à 7 niveaux, très beau bâtiment, la mer d'un côté, la route, le fer, enfin tout ce qu'on veut, impeccable, mais il n'y a personne dedans. Parce que aujourd'hui, le coût du mètre carré rendu dans ce bâtiment pose des problèmes. Il y a encore des solutions. Et il y a d'autres solutions. Pourtant, c'est un marché très tendu. Absolument, et très très tendu. Je voulais simplement ajouter, puis après on arrête sur le problème de la verticalisation. Une des solutions, sans doute sur laquelle on doit travailler, c'est des activités différentes sur les différents étages. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre de la logistique à tous les étages. On peut mettre du bureau, on peut mettre du tertiaire, on peut mettre du logement peut-être. Il faut qu'on regarde ça. La grande difficulté que nous avons aujourd'hui, si on construit ce type de bâtiment, c'est que chacune de ces activités a des réglementations différentes. Et le PLU qui permet de faire ça, il n'existe pas encore. Et le PLU qui permet de le faire, voilà, c'est pas compatible. Mais donc pourtant, il y a des exemples. Pourtant, l'hôtel logistique urbain là, de la Porte de la Chapelle, non, c'est pas oui, ça. Mais il a pratiquement pas de bureau. Il a un bâtiment à côté où il y a un data center, mais c'est pas encore ce que j'ai vu à Amsterdam, par exemple. Vraiment, il n'y a pratiquement pas de logistique non plus au final sur ce bâtiment-là. Voilà. Il y a Métro qui fait du commerce finalement et un peu de logistique, et puis après il y a c'est DPD qui est dedans. Il faut qu'on travaille sur le sujet de la compatibilité avec d'autres moyens
pour rentabiliser le bâtiment. Oui, Laurent, Et oui. pour rejoindre ce que dit Claude par rapport aux pompiers, on est tous d'accord pour dire que leur avis il est très important, mais ce qui est compliqué aussi, c'est que leur avis il change d'un département à l'autre. Il n'y a pas d'unité. Il devrait y en avoir. Mais en fonction du département où vous êtes, il y en a qui vont dire oui, moi je suis d'accord, et puis l'autre il va dire ah non, moi j'en veux pas. Et donc c'est aussi compliqué. Et en fonction des, je dirais des développements, en fonction des lieux, effectivement la réglementation qui est censée être nationale, en fait l'interprétation qui en est faite est très différente. Donc c'est compliqué aussi d'avoir une vision globale. Et ça rejoint le principe du ZAN, c'est que les collectivités aujourd'hui, par rapport à ce texte, en fait, ne savent pas comment réellement l'appliquer. Alors ça va mieux, hein. Il y a eu des explications, il y a eu des amendements au Sénat, etc. Mais si on veut aller un tout petit peu plus loin sur les fondamentaux de cette loi, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que, en fait, il n'y a pas eu d'étude d'impact sur la loi est sortie, et puis on ne sait pas ce que ça a comme effet. Et je vais même plus loin. Moi, j'ai essayé de regarder, c'est le CEREMA, je crois, qui a sorti le guide de l'artificialisation et du ZAN. Il y a une 40aine de pages. Je l'ai lu 2 fois. J'ai rien compris. Et pourtant, je pense avoir la prétention d'avoir un petit peu de connaissance, on va dire. Voilà. Mais parce que même ce qui est très paradoxal dans cette loi, c'est que le principe même d'artificialisation, la définition même de l'artificialisation, elle n'est pas très claire. Donc on va sur un objectif de 0 artificialisation alors qu'on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Donc il y a encore beaucoup de travail. Ce sujet, c'est un sujet franco-français ou alors il y a d'autres pays européens qui sont confrontés aux mêmes contraintes De manière générale, le cadre réglementaire est le plus contraint, c'est quand même celui en France. Oui. Il y a des sujets, alors il y a d'autres sujets, on en parlait avec nos collègues européens récemment, il y a un accès à l'électricité qui est très compliqué aux Pays-Bas par exemple. Ouais, absolument. Donc, là, eux, leur principale problématique, c'est de trouver de l'accès à l'électricité pour pouvoir, pas nécessairement faire un data center, je parle de l'électricité pour juste faire fonctionner un entrepôt. Bon, nous, on a une électricité pas abondante, mais presque, en tout cas décarbonée. Donc on a quand même des avantages. Ouais. En revanche, en Allemagne, quand un terrain est zoné logistique, 5 mois pour obtenir les autorisations. Full. Nous, on est ICPE plus permis, 18 mois, sans recours. Quand on est avec recours, on monte à 36, voire plus. Donc, la ZAN, telle qu'elle est aujourd'hui conçue en France, on est le seul pays à avoir cette contrainte exprimée telle qu'elle. Les autres pays ont d'autres contraintes, donc je ne dis pas que voilà, tout est blanc ou tout est noir. Néanmoins, le process est le plus long en France par rapport à tous les autres pays d'Europe. Et une conséquence de la ZAN, on n'en a pas parlé tout à l'heure parce qu'on n'est pas allé aussi loin, mais quand on prenait l'exemple de Lyon en se disant Lyon, c'est peut-être pas à 50 km qu'il va falloir être aujourd'hui, mais peut-être à 200 pour avoir un vrai terrain pour se développer. La conséquence peut-être, c'est que ce sera en Italie, ce sera peut-être au nord de l'Espagne. Exactement. Quand on voit que la région Est, par exemple, est en concurrence non pas avec la région Centre ou la région parisienne en France, elle est surtout en concurrence avec l'Allemagne. Et donc, on voit certaines industries qui se sont développées en Allemagne plutôt qu'en France. Il n'y a pas qu'une histoire de foncier. Il y a un accès au foncier, un accès aux autorisations plus rapide. Il y a aussi une histoire de main-d'œuvre. Néanmoins, on a une possibilité, une conséquence possible de la ZAN, c'est de voir des entrepôts ouvrir à l'étranger et pas chez nous. Et là, c'est pour le coup, en termes d'impact économique, c'est catastrophique, mais surtout en termes d'impact écologique, parce qu'on va se mettre à stocker à 500 km des denrées dont on a besoin tous les jours et qui vont faire des allers-retours par camion. Exactement. Et pour répondre encore plus à votre question, Jean-Philippe, moi qui suis allé dans certains pays, je pense en congé il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, tiens, mais la ZAN, en Espagne par exemple, est-ce qu'elle existe ? Bon, en fait, originellement, ce principe de 0 artificialisation que tout le monde partage, on va dire, c'est une directive plus ou moins européenne. En fait, on se rend compte que c'est la France qui l'applique de manière aussi prégnante et qui va aussi loin. Donc ça veut dire que dans les autres pays, on dit oui, on va le faire, mais les lois ne sont pas votées. Donc en fait, on se tire une balle dans le pied, clairement, en disant on va se restreindre au niveau de la constructibilité. Et effectivement, comme dit Vincent, si on raisonne Europe du Sud, par exemple, les projets, au lieu de se faire en France, oui, l'Italie, c'est pas loin. Si on prend l'exemple de Lyon, c'est quelques centaines de kilomètres. Demain, il y aura Lyon-Turin, peut-être. Le chantier était quand même en cours.
Donc on se rend compte que finalement, on est en train de... Je vais être un petit peu provocateur en disant ça, mais le ZAN nous amène à ce que la France devienne, sur cet aspect-là, en deuxième division, par rapport à d'autres qui disent « oui, on le fera plus tard ». Donc en gros, allez-y vous, et puis comme ça on récupère, on va récupérer notamment vos bases logistiques, et pourquoi pas aussi nos usines demain. Ouais, c'est vrai qu'on est champion du monde de la réglementation, il faut quand même pas qu'on perde mais encore une fois, ça va. Le point de départ, je crois qu'on le partage tous, mais l'application telle qu'elle en a été faite, elle va quand même très loin dans finalement l'arrêt du développement. Parce que on parle de 2030, mais 2050, c'est zéro artificialisation nette. Ça veut dire qu'en fait, on ne pourra plus construire si on ne compense pas ou si on ne détruit pas. Donc ça veut dire qu'on fige à un moment donné le pays. Je caricature un petit peu. Non, et moi, je reste optimiste sur le fait que on le voit déjà, il y a des évolutions, il commence à y avoir des dérogations. On le disait tout à l'heure, il y a l'État français qui a sélectionné 424 projets qui sortent de l'emprise du ZAN. Là, récemment, il y en a 167 qui ont été retenus en avril. Les 424 projets, c'est 12 000 hectares. Ceux-là, on ne les a pas mis dedans parce qu'on se rend bien compte que... voilà. Donc, le politique joue quand même, finalement, on se rend compte que peut-être ils sont là un peu loin, donc on le fait. Donc il faut garder... On va dire un petit peu. Aujourd'hui, c'est la loi. On sait très bien qu'une loi, demain, il peut y en avoir une autre qui va l'assouplir. On va l'espérer un peu. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions. On prendra toutes les questions tout à l'heure, enfin d'ici 5-10 minutes. Moi, j'ai cru comprendre qu'on pouvait quand même sortir du ZAN, qu'il y avait des exceptions. Claude, qu'en est-il vraiment ? Est-ce qu'il y a des projets qui finalement se situent en dehors de ce cadre un peu restrictif pour le moment ? Ça a été évoqué tout à l'heure, essentiellement la possibilité de faire de la compensation. Oui. Mais on voit bien, et pour en parler avec les professionnels au sein de l'association, que c'est pas toujours tout simple de faire de la compensation, parce qu'il faut trouver des terrains qui soient relativement proches, il faut trouver des hectares qui correspondent sur le plan de la biodiversité à ce qu'on a occupé. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout simple. Donc aujourd'hui, on doit considérer que le ZAN, malheureusement, dirige notre activité. Mais est-ce qu'il y a des exceptions ? Est-ce que l'État dit à un moment donné... Récemment, l'assouplissement dont on parlait, Laurent, c'est les industries vertes. C'est les industries vertes, de Bruno Le Maire qui a dit, nous, on veut réindustrialiser, on veut décarboner. La somme des deux, c'est grosso modo les industries vertes. Et Bruno Le Maire a obtenu du ministre Béchu, je crois. Oui, c'est du ministre Béchu. Du ministre Béchu de sortir de la ZAN les industries vertes. Après, c'est une première exception. C'est une première réponse à la question. On n'a pas d'exception logistique aujourd'hui. Mais là, je pense que là où il faudra se battre, c'est que justement toute la logistique attachée à l'industrie verte devra être aussi exemptée. Est-ce qu'on ne peut pas inventer une logistique verte qui serait justement... labellisée un peu comme l'industrie verte. On a déjà beaucoup travaillé. Vous savez que Afilog et 60 des 60 membres ont signé une charte avec les pouvoirs publics depuis juillet 2021 pour travailler sur la décarbonation, pour travailler sur la biodiversité, pour travailler sur l'optimisation du foncier. Donc ça, on travaille sur ce sujet. À ce jour, les exceptions sont extrêmement difficiles à obtenir. Alors, il faudra absolument, parce que ce que vous évoquez, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que, à part les 400 projets qui ont été retenus par le gouvernement pour sortir du ZAN, l'industrialisation ou l'implantation de nouvelles industries en France sont liées aux mêmes problématiques. Ils ont les mêmes contraintes. Donc on est en concurrence. Et comme tu le dis, Jean-Philippe, bien évidemment, on ne peut pas concevoir de monter une petite industrie sans avoir au moins une logistique qui va aller avec, parce qu'il faudra bien distribuer ce qu'on va produire. Donc,
là où il faut qu'on arrive à travailler, c'est déjà obtenir que la logistique qui correspond à des industries vertes qui ont été exemptées soit aussi exemptée de ZAN. Là, il y a Voilà. il y a un Mais là, vrai on a un axe, gros vrai travail à axe. faire. Il y a un vrai Un axe. gros travail à faire. Un label, quelque chose qui permettrait de Absolument. voilà, d'estampiller Ouais. logistique verte. Ouais. Quand- Mais on Donc, voit très bien que quand Ouais. la logistique est attachée à un outil industriel, quand on s'associe avec un industriel auprès des autorités, déjà, les portes sont davantage c'est déjà- ouvertes. Voilà. Donc déjà, J'ai un exemple. c'est un axe de développement. J'ai un exemple, Jean-Philippe, qui est le projet dit carbone sur Fos-sur-Mer, d'une usine, d'une méga factory de panneaux photovoltaïques, qui représente des dizaines de milliers de mètres carrés, voire un peu plus. Obligatoirement, dans ce projet, il y a des plateformes logistiques qui sont liées. Donc ça veut dire Intégrées qu'ils sont intégrées. Ils sont intégrés. Donc alors elles ne seront pas dans les bâtiments comme on le faisait il y a 50 ans ou plus, elles seront à côté. Mais donc ça veut dire qu'effectivement, on a tout intérêt, c'est le travail qu'on fait aussi tous, notamment avec Afilog, de dire dans la réindustrialisation, n'oubliez pas la logistique parce qu'une réindustrialisation sans logistique n'existe pas. Donc ça veut dire que demain, on pourra effectivement construire, on pourra sur certaines zones exemptées du ZAN ou adaptées, on va dire, à la réglementation ZAN, construire des bâtiments logistiques liés à l'industrie qui est à côté. et d'ailleurs, pour cela, on a modifié il y a 2 ans le statut, ou l'année dernière, les statuts d'Afilog, enfin l'objet d'Afilog, qui est aujourd'hui l'immobilier logistique et industriel. Hein, parce qu'on considère que ce sont bien les deux secteurs qui sont totalement liés, et on travaille sur ce sujet pour obtenir justement d'avancer sur les questions qu'on évoque. Partons Une du... usine de production, pardon, mais Non, pour bien se rendre compte, on parle souvent d'usine, donc de réindustrialisation. Une usine de production automobile, on en parle aujourd'hui partout avec les usines chinoises, enfin les producteurs chinois qui veulent venir en Europe, c'est 70% de logistique. Si on regarde une usine, au final, il y a le stockage en amont des matières premières, Bien sûr. il y a le stockage final en aval, donc pour après la distribution des produits finis, et au milieu, il y a une chaîne d'assemblage, de montage qui représente souvent 20 à 30% des surfaces. Ça veut dire que 70% des surfaces d'une usine, qui plaît à tous les politiques quand on parle d'usine, c'est finalement 70% c'est de la logistique. Ouais. Donc ils sont plus que liés, au final, à travers la définition d'une industrie, il y a de la logistique Absolument. par évidence. Absolument. Ouais, ouais. Non, moi j'allais dire, partant du principe qu'effectivement, il ne peut pas y avoir de réindustrialisation de la France sans logistique. Hein. C'est C'est quelque vraiment chose que nous essayons de faire passer. dans deux les activités qui sont vraiment indissociables. Il est 46, c'est l'heure où je me tourne vers la régie et que je demande à Hervé si nous avons des questions. Et Hervé me répond oui d'ailleurs. Bonjour Hervé. Bonjour Jean-Philippe et bonjour à tous. Et oui, nous avons des questions. L'avis des pompiers sur les bâtiments à construire a-t-il force contraignante pour la construction et à quel moment sont-ils sollicités? Alors, qui souhaite répondre? Je peux y aller, tu compléteras, mais donc ils sont sollicités au moment du permis de construire. Alors évidemment, quand on développe un bâtiment, on va les consulter avant pour savoir dans quelles dispositions techniques on doit travailler notre projet, mais leur avis n'est pas consultatif, leur avis est obligatoire à l'intérieur du permis de construire, est une pièce constitutive du permis. S'il y a un refus des pompiers dans le cadre du permis de construire, on n'obtient pas notre permis de construire. Et je parle juste du permis de construire, évidemment. Tout ça est dupliqué quand on vient ajouter une ICPE dans le sujet d'autorisation. J'ai essayé de faire vite, mais enfin, je sais pas si tu veux qu'on... Non, mais c'est tout à fait ça. Et je crois que ce qui vient d'être dit est extrêmement important. Tout ce qu'on a dit ce matin, là, est important si on arrive à bien mettre en place un vrai dialogue entre les instances publiques, les pompiers et les entreprises. Absolument. Si on arrive à dialoguer, je pense qu'on arrive à faire un peu bouger quand même le système, mais ça passe par du dialogue, y compris d'ailleurs avec les associations écologiques qui quelquefois peuvent nous bloquer, mais il faut montrer. Je trouve que, si vous voulez, tout ça résulte très souvent d'une méconnaissance de ce qu'est notre secteur, notre métier. Il faut de la pédagogie pour... Absolument. Oui. C'est là où Afilog joue un rôle clé, parce que quand... moi, je le fais, j'essaie de le faire, mais quand j'arrive avec l'étiquette Prologis, on nous voit comme développeur, investisseur. Afilog est plus neutre, arrive avec une vision de toute l'industrie, enfin l'industrie d'ailleurs, c'est le mauvais terme, mais bon, voilà, de tout le secteur de logistique, très rassembleur, et c'est là où Afilog joue un rôle clé pour nous, sur justement cette pédagogie à faire auprès des acteurs. Merci, Hervé.
Avez-vous l'impression que les pouvoirs publics soient conscients de la complexité de la mise en application du ZAN et potentiellement du frein qu'il crée face au développement économique de nos territoires ? Alors déjà, il y a effectivement ces projets là, industriels hein, qui sont sortis du ZAN. Donc il y en a 424, hein, je crois, qui sont sortis du ZAN. 424. Hein. Ouais. Alors, honnêtement, je pense que les pouvoirs publics sont effectivement un peu conscients de tout cela. Maintenant. Là, maintenant. Hein. Il faut bien voir que quand on dépose un permis de construire ou quand on dépose des autorisations d'exploiter, quand on a affaire aux gens de la DREAL ou enfin, de toutes les organisations publiques, ces organisations sont elles-mêmes prises entre il faut effectivement implanter de l'industrie pour faire travailler l'économie, ça fait partie du plan de réindustrialisation, mais en même temps, on est bloqué par le ZAN. Donc, ils sont tout à fait conscients de la difficulté et voire quelquefois des contradictions que les textes nous proposent. Donc, c'est pour ça que je pense que par le dialogue, on arrive à faire avancer un tout petit peu la question, parce qu'on n'a pas affaire obligatoirement à des gens qui sont totalement fermés. Hein, pas du tout. L'autre point qu'évoquait tout à l'heure Laurent pour les pompiers, qui est un peu vrai aussi pour les autorisations, c'est qu'on n'a pas une politique complètement identique dans tous les départements. Hein, on a des départements où c'est beaucoup plus difficile que dans d'autres. Donc, c'est lié à quoi alors? C'est lié à la personne, aux personnes. L'interprétation des textes hein, par les personnes. Et ça, j'ai quand même moi l'impression, pour rencontrer un certain nombre de gens des pouvoirs publics, et vous savez que depuis 6-7 mois, on a mis en place la rencontre avec les préfets, les sous-préfets ou les secrétaires généraux des préfectures, qui sont chargés de la relance, pour voir avec eux, on les rencontre et on les fait venir. On ne les rencontre pas à la préfecture, hein. On les rencontre sur un bâtiment logistique, pour leur montrer ce qu'est notre bâtiment logistique, ce qu'on y fait, comment on travaille, et quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées pour obtenir l'autorisation de fonctionnement. Eh bien, ça fait quand même un tout petit peu bouger le système, parce que je pense que les gens sont conscients de la difficulté, mais ne sont pas dans une opposition totale en disant « c'est ça ou rien ». Jean-Philippe, en complément, je dirais qu'au niveau des pouvoirs publics, c'est-à-dire les services de l'État, et au niveau régional, les préfectures, je pense que là, ils ont pris conscience que cette loi était sans doute mal fichue et qu'il fallait s'adapter. Je pense que la difficulté au niveau des collectivités locales, elle est beaucoup plus grande. Parce qu'aujourd'hui, les maires sont parfois complètement désarmés par rapport aux ZAN. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas quoi faire. On leur dit, vous avez un territoire de X centaines, X milliers d'hectares. Demain, l'artificialisation, ça sera plus que X hectares. Comment je fais ? Et donc eux, ils ne savent pas faire. Et c'est pour ça que, notamment à travers l'AMF et David Lisnard, qui a poussé beaucoup en disant attention, cette loi, en fait, on ne sait pas l'appliquer au niveau local. Et en plus, ça crée des injustices en fonction des communes, parce qu'en fonction de l'artificialisation qui existe, une commune va pouvoir se développer un peu, beaucoup ou pas du tout, et sa voisine pas du tout. Donc, je pense que c'est plus au niveau des maires ou des collectivités locales que là, il y a une vraie difficulté. Et s'il y a une difficulté, en fait, on ne fait plus rien. C'est-à-dire que les maires disent « je ne sais pas où on va, je ne sais pas quelle sauce je vais être mangé, je commence à avoir des trucs, donc je ne fais rien ». Les services de l'État, ils ont pris conscience de tout ça, ils aident, mais on voit au niveau local que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce qu'on peut comment on peut les conseiller, ces maires? Qui peuvent-ils rencontrer pour avoir justement les réponses aux questions qu'ils se posent? C'est les services de l'État qui peuvent les aider, les préfectures. Et effectivement, aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience au niveau de l'État avec des sous-préfets en charge de la réindustrialisation, plan France 2030, qui sont là pour aider. Mais on se rend compte que techniquement, c'est beaucoup plus compliqué. Mais, donc c'est là aussi où, à partir du moment où une commune se dit, moi, et puis il y a un choix aussi qui va être à faire, de dire, est-ce que je vais faire effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que je vais faire de l'activité ou du logement? Oui, parce qu'il y a du pastillage de certaines zones en disant ok, ça ce sera artificialisé. Derrière, c'est qu'est-ce que je mets bureau, logement, commerce,
Effectivement, le bureau, c'est peut-être un peu plus compliqué en ce moment, mais on est en concurrence finalement avec tous les autres secteurs d'activité. Qu'est-ce qui va me rapporter le plus électoralement, par exemple On est évidemment là-dedans. J'allais y venir. On est Pour évidemment le maire, la difficulté, c'est qu'il a des concitoyens directs. Il les connaît, ces citoyens. Donc c'est beaucoup moins simple. Et puis je voulais quand même préciser qu'on est actuellement, et on voit bien qu'on essaye d'avoir un peu de dialogue aussi sur ces sujets, on est en refonte des PLU actuellement, des PLU qui vont être en application en 2027, et que quand même, au niveau régional, on nous présente quand même un certain nombre de fois les PLU pour qu'on puisse voir ce qui va se passer. Ouais. Donc, le préparer ensemble. Le préparer ensemble, un petit peu. Allez. Un petit peu. Hervé ? Vous avez évoqué le coût des pollutions qui impacte fortement le prix du foncier possible. Le gouvernement a mis en avant un fonds friche correspondant à des aides et subventions dédiées aux collectivités pour le redéveloppement de friches industrielles. Pensez-vous possible et réaliste de bénéficier de ces subventions en tant qu'opérateur privé ? C'est une bonne question. Ce serait intéressant d'échanger offline sur ce sujet. Ma réponse simple là-dessus, c'est on l'a déjà fait. On a déjà travaillé sur des projets de friches sur lesquels on a eu des subventions d'expérience. Et je ne voudrais pas généraliser, ce n'est pas du tout à l'échelle du projet. Absolument. Donc on parle de montants qui sont toujours intéressants à récupérer, c'est une évidence. Et je pense que ça aura plus de sens pour un tout petit porteur de projet sur un tout petit projet, plutôt que les projets à l'échelle de ce qu'on essaye de faire, qui nécessitent des investissements colossaux et sur lesquels les subventions sont vraiment epsilonesques à l'échelle du projet. Je ne veux pas généraliser, mais l'expérience que l'on a, c'est plutôt ça. Oui. On est d'accord. Rien. D'accord. Rien d'autre. Hervé ? Vous avez parlé des bâtiments avec des projets de hauteur. Oui. Auriez-vous des projets où, à l'inverse, on irait en profondeur en creusant les sols ? Oui, c'est une question qu'on nous pose aussi quelquefois avec l'automatisation, et puis la possibilité de verticaliser en hauteur, en profondeur. On parlait à Jonathan, parce que Sogaris a fait l'immeuble inversé. On parlait tout à l'heure d'aller en étage, et les contraintes étaient réglementaires, elles étaient au niveau des pompiers, et elles étaient au niveau financier, des contraintes financières. Creuser dans le sol pour faire un parking en sous-sol, pour prendre l'exemple de ce qui se fait aujourd'hui plutôt en sous-sol, c'est-à-dire de la logistique pas trop, c'est au moins aussi cher, c'est souvent beaucoup plus cher de faire je prends l'exemple du parking, un parking en sous-sol qu'un parking en étage. Donc aller faire de la logistique en sous-sol, il n'y en a pas aussi parce que ça coûte au moins aussi cher que de la faire en étage, donc l'équilibre économique n'est pas évident. Deuxièmement, quand on a un sujet de pompier, quand on a un bâtiment accessible avec une échelle en étage, le sujet pompier sera certainement décuplé si on fait de la logistique en -1, -5, -6, -10. Et réglementairement, on n'a pas le droit. Donc en fait, quand on somme tout ça, j'y vois pas personnellement un avenir dingue pour toutes les contraintes qu'on vient de lister. Oui, mais on réutilise un certain nombre de bâtiments qui ont été faits en sous-sol et qui n'étaient plus utilisés. On peut le réutiliser, ou en partie en matière de logistique urbaine, des parkings voitures qui sont moins utilisés aujourd'hui, mais c'est plus de la réutilisation, de l'adaptation, mais on ne construit pas. C'est epsilonesque parce qu'au final, on peut stocker que certaines quantités très faibles, avec très peu de hauteur, parce que par définition, ça a été construit avec peu de hauteur. Ouais. Enfin, c'est vraiment de la micro-logistique urbaine. Et qui va se heurter en plus à un problème, parce que pour ce genre de logistique, on va dire qui est plutôt la logistique urbaine, les véhicules sont des véhicules électriques. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que, y compris dans des parkings publics, le nombre de véhicules électriques qui doivent être mis dans les parkings, les pompiers n'en veulent pas. Ils veulent un nombre très limité. Donc ça veut dire qu'on se rajoute encore une contrainte liée à l'utilisation des véhicules qui demain pourraient aller là. Donc en fait, on se rend compte que l'aspect réglementaire et technique, notamment à travers les pompiers, on l'a dit, en fait, est une source de complexité sans nom. Oui, bien sûr. Hervé, on va peut-être prendre une dernière question. La mixité verticale ne représente-t-elle pas un risque supplémentaire d'éviction de la logistique, par exemple, dont celle située dans les sites d'activité intra-A86 ?
Je ne vois pas où il peut y avoir la mixité puisse être un frein. Comme ça, hein, mais a priori, Ça dépend de la ça dépend de la mixité. Je pense que on peut aujourd'hui imaginer des bâtiments neufs créés dans ce but-là, avec un socle logistique, par exemple, -1, +1, en se disant qu'il y a 2-3 niveaux de logistique, et puis du bureau au-dessus, de l'activité, voire du commerce éventuellement, même si le commerce à étage ou de la restauration. Voilà. Le logement, peut-être pas. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose sur lequel on peut travailler, mais je vois peu d'avenir à un mix logistique-logement tel que nous, on voit la logistique. La logistique, ça reste quand même, si on est en urbain, c'est beaucoup de flux, et donc c'est souvent incompatible avec le logement. Le logement, oui. Et quand c'est du stockage, par définition, les ICPE empêchent qu'il se passe quelque chose au-dessus, autre que de l'industrie ou de la logistique. Donc la mixité, oui, mais avec certaines typologies d'activités. La mixité, c'est aussi pour rentabiliser un petit peu le foncier au mètre carré. Hein. Absolument, bah oui, c'est un des moyens de rentabiliser le surcoût du prix du foncier, quoi. Voilà. Ouais. Bon, Hervé, on arrête là? Une petite dernière, Une si vous petite voulez. dernière, allez, vas-y. Est-ce qu'il ne faudrait pas demander le retrait de la loi ZAN, étant donné le risque de déclassement de la France au sein de l'Europe logistique avec l'arrêt de tout développement? Alors, moi, j'avais prévu une question un petit peu sur le même modèle, mais en tous les cas, peut-être pas aussi radical. Mais au moins, est-ce que le ZAN, tel qu'il est aujourd'hui, peut être revu d'une autre manière? En tous les cas, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, des évolutions de la loi pour la rendre plus souple, qu'on disait tout à l'heure, par exemple, sur les aspects... tous. Ouais. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, cette loi, elle a été faite presque en catimini. Hein. Je vous rappelle qu'elle est sortie en août 2021 et qu'effectivement, il n'y a pas eu de vraie étude d'impact qui a été faite sur cette loi. Et c'est aujourd'hui que la loi est mise en œuvre qu'on voit réellement l'impact que ça a sur les territoires et sur la vie des gens. Hein. Parce que nous, on parle de logistique aujourd'hui, parce que c'est notre cœur de métier. Mais je pense que pour le logement, la situation est bien plus dramatique. Et je pense notamment aux maisons individuelles, puisque la loi ZAN, aujourd'hui, est la fin de la maison individuelle, quasiment. Donc je pense que là, il y a une vraie problématique. Moi, je veux rester optimiste malgré tout. Je pense qu'on ne peut pas aller vers le zéro artificialisation en 2050 de cette manière-là, et qu'il va y avoir, on le voit déjà, les 424 projets qui sont sortis, c'est pas pour rien. Ouais. On se rend bien compte qu'on est allé un petit peu loin. On va dire, il y avait un aspect un peu politique à cette loi, et donc on a voulu marquer un peu les esprits. Comme toujours, on est allé sans doute un peu trop loin. Moi, j'ai espoir que dans les années à venir, on va dire peut-être les 5 à 10 années à venir, il y ait effectivement un assouplissement, des dérogations, et qu'on prenne en compte, on va dire, l'ensemble, on va dire, de l'impact de cette loi pour aller vers quelque chose de plus réaliste pour l'ensemble de nos activités, mais pas que. Une note optimiste également pour finir. Moi, je pense qu'on partage le même optimisme. Au final, on arrive quand même toujours à trouver des solutions. Le parcours est de plus en plus compliqué pour aller d'une identification d'un terrain à un bâtiment utilisé par un client. C'est un chemin de croix qui prenait peut-être 3-4 ans avant, qui prend maintenant peut-être 5-7 ans. Ce sera plus long, plus complexe, mais on arrivera toujours à sortir des projets. Et puis, effectivement, ça va dans le bon sens. L'assouplissement récent de la loi nous montre je pense que les autorités ont compris. Oui. Après, annuler la ZAN, ce n'est pas un message qui sera porté par le gouvernement, c'est certain. Ni par l'Europe. Mais ni par l'Europe. Et comme on l'a dit en introduction, le but ultime de la ZAN est partagé par tout le monde. Oui. La transition écologique est une nécessité. Mais comme le dit, je crois que c'est un économiste qui dit ça, la transition écologique ne se fera pas sur un champ de ruines. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas toujours privilégier la transition écologique au développement économique. Il faudra arriver à mixer les deux. Je pense que l'assouplissement récent pousse justement vers ça. Oui, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, et d'autant plus qu'au final, et on est dans des périodes où l'inflation, le pouvoir d'achat prend beaucoup d'importance, au final, c'est le consommateur final qui, quand on construit des bâtiments, qu'on fait payer plus de loyer, c'est le consommateur final qui doit payer. Donc, en tout état de cause, il faudra bien qu'on trouve des solutions d'assouplissement pour éviter quand même ces incidences. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Écoutez, moi, j'ai trouvé que ce débat était passionnant.
Vraiment, De même. c'était vraiment très, très, très intéressant. J'espère que ceux qui nous ont regardés l'ont trouvé également passionnant. En tous les cas, merci de cet échange. Et puis, merci à vous tous de l'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission des mercredis de la Supply Chain. À très bientôt. Au revoir.